7h39 sur LCI, le président iranien n'est plus. Désormais, c'est officiel. Le gouvernement iranien l'a annoncé il y a quelques minutes par plusieurs voies de communication. Le président est bel et bien décédé dans le crash de l'hélicoptère qui s'est produit hier soir, justement dans les zones montagneuses iraniennes. On est en direct avec Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran. L'annonce a donc été faite officiellement. Comment est-ce que c'est géré sur place par le gouvernement ? Alors, l'annonce a été faite par un communiqué du gouvernement de manière officielle. Le responsable, le président du Croissant Rouge iranien, qui se trouve dans la région, a annoncé que les corps des 9 personnes qui se trouvaient au bord de l'hélicoptère sont en train d'être transférés vers la ville de Tabriz, qui est donc la principale ville du nord-ouest de l'Iran. Et il y aura certainement donc demain ou après-demain des obsèques officielles qui vont être organisées par le pouvoir. Et puis il y a une période de transition qui s'ouvre puisque le premier vice-président, Mohammad Morper, est chargé de gérer les affaires courantes du pays. Et la Constitution prévoit la mise en place d'un conseil présidentiel provisoire formé donc par le premier vice-président, le président du Parlement et le chef de l'autorité judiciaire pour organiser de nouvelles élections dans un délai de 50 jours. Donc à ce moment-là, on connaîtra le nom du prochain président, mais c'est une période d'incertitude qui s'ouvre puisque Ebrahim Raïssi était le numéro 2 du pouvoir iranien. Il était en quelque sorte préparé à succéder au guide suprême qui est âgé de 85 ans. Donc tout cela, là, sa mort chamboule un peu tout le trajectoire qui était donc prévu par les autorités, à la fois donc pour diriger le pays, mais aussi en cas de décès du numéro 1 iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Alors évidemment, ce sont les médias iraniens qui ont tout d'abord annoncé la mort du président de manière quasi officielle. Regardez ce que ça a donné. Évidemment, toutes les chaînes iraniennes sont en édition spéciale. Nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. Le serviteur de Reza, le serviteur du peuple iranien, l'ayatollah Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran, a été martyrisé alors qu'il servait le peuple iranien. François Clémenceau, avant de parler justement de la suite, à quoi on doit s'attendre dans les prochains jours? À des rassemblements, à de la ferveur? Est-ce que ce président était apprécié au-delà d'être craint? Il y aura effectivement, comme vient de le dire Siavosh, des obsèques nationales. Lorsqu'un président, mais même tout simplement une personnalité musulmane meurt, l'enterrement est prévu dans les 24 ou 48 heures. Ça va être très rapide. La période de deuil qui va s'ouvrir ensuite va être importante. Oui, vous êtes dans un pays où il y a une ferveur religieuse. On rappelle que l'Iran est d'obédience chiite et les rites seront respectés. Après, vous savez, tout comme moi, qu'il y a dans ce pays, effectivement, une partie de la population qui est aux ordres. Et donc, oui, attendez-vous à ce que dans tous les grands lieux de pouvoir, dans tous les grands lieux religieux, il y ait des signes de deuil, de tristesse affichée pour pleurer la mort du président de la République iranienne. Mais je rappelle que... tristesse sincère ou feinte, selon vous? Mais ce sera la tristesse officielle, c'est-à-dire que vous êtes dans un pays où, malgré tout, ce président, Raïssi, a été élu avec un score de participation le plus faible jamais enregistré dans la République islamique. Il y a une forme aujourd'hui de désaffection de la majorité de la population iranienne vis-à-vis de ses autorités. On l'a vu à travers ce qui s'est passé dans les rues principales des grandes villes iraniennes. Il y a toujours dans le monde de la ruralité une forme de conservatisme qui s'exprime et qui a tendance précisément à faire confiance à la façon, à la gouvernance du pouvoir, mais on voit bien que, et c'est la raison pour laquelle on explique que tout va être un peu chamboulé, c'est que les mécanismes de répartition des rôles et d'accession au pouvoir vont être perturbés. Pourquoi? Parce que Raïssi était le candidat favori pour succéder au guide suprême Ali Khamenei, 85 ans et dont on dit qu'il est malade. Or, encore une fois, officiellement, les textes prévoient que le guide suprême est désigné par une assemblée d'une 88 religieux qui ont à s'exprimer, à faire un choix parmi tous ceux qui sont candidats, et les critères peuvent varier effectivement d'une faction à l'autre. Soit ce sont des critères d'ordre de légitimité, soit ce sont des critères d'ordre de proximité, notamment avec les religieux ou avec les gardiens de la Révolution, soit tout simplement des critères de probité.
rester dans un pays où il y a encore une très très forte corruption. Et donc, à partir du moment où le favori à la succession du guide n'est plus, eh bien, il va falloir trouver quelqu'un qui ressemble à un favori. Et de ce point de vue-là, ce serait pas étonnant, par exemple, que le fils même de Ali Khamenei, qui est aujourd'hui en quelque sorte le secrétaire du guide, puisse prétendre à lui succéder. Et c'est quelqu'un précisément qui est extrêmement proche des gardiens de la Révolution. Et on rappelle que cet organisme, les gardiens de la Révolution, a pris de plus en plus de poids ces dernières décennies. Au point qu'aujourd'hui, finalement, entre les religieux et les gardiens de la Révolution, il n'y a pas de conflit, mais il y a une rivalité qui s'exerce et qui fait que la politique intérieure, la répression, et la politique extérieure, l'hégémonie, l'expansionnisme, sont aujourd'hui privilégiés. Siavash Ghazi, le peuple iranien, il en pense quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait profiter justement du décès de ce président pour peut-être demander un peu plus d'ouverture du pays? Écoutez, c'est un peu tôt de faire des hypothèses. Pour l'instant, on est en période de deuil. Il y aura des obsèques, donc c'est un moment donc très fort pour le pouvoir iranien. Et surtout, il faut penser donc à la succession donc du président Raïssi, qui était donc, je veux dire, qui est le pouvoir conservateur comptait sur lui pour gérer les affaires du pays et sortir de la crise. Il a par exemple réussi à augmenter considérablement les exportations pétrolières, contourner les sanctions imposées par les Américains contre l'Iran, mais aussi par les Européens contre l'Iran depuis maintenant plus de quelques années. Et donc, les exploitations avaient donc fortement augmenté depuis un an. Donc, sa disparition va laisser un vide, très certainement, même s'il n'était pas très populaire. Il a été élu avec un faible taux de participation, mais indéniablement, pour le pouvoir conservateur, le remplacer, c'est un vrai problème, même si, par exemple, il y a le premier vice-président, il y a le président du Parlement, donc qui est un gestionnaire, qui pourrait se porter candidat, mais tout cela est chamboulé. Et alors, en ce qui concerne les libertés, des demandes supplémentaires de liberté, en général, dans ce genre de circonstances, le pouvoir a tendance à se fermer, à se refermer sur lui-même, et donc à ne pas laisser de critiques. Donc maintenant, il faut attendre pour voir qui va être candidat pour la présidentielle. Est-ce que et qui sera bien sûr le prochain président? Le nom du prochain président pourrait donc déterminer un peu l'évolution des prochaines années sur le plan politique intérieur, mais aussi extérieur. Merci beaucoup Siavash Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran. On est également en direct avec Pascal Boniface. Bonjour à vous, géopolitologue, directeur fondateur de l'IRIS. Est-ce que justement le décès de ce président va changer quoi que ce soit sur la scène géopolitique? Est-ce que par exemple ça pourrait normaliser certaines relations, ou est-ce qu'il est infiniment trop tôt pour le dire, et surtout que, en gros, rien ne va changer au gouvernement? Parce que le gouvernement dit justement que la mort de Raïssi ne va pas entraîner la moindre perturbation dans l'administration. On imagine que c'est pareil d'un point de vue international. Oui, bien sûr, il y a vraiment, en fait, c'est un système qui est en jeu, c'est pas seulement un homme. Et puis, en période de tension géopolitique, il y a peu de changements. Bien sûr, des fois, la disparition d'un leader, d'un président entraîne un changement. On se rappelle que Gorbatchev arrive après Tchernenko, qu'il a tout changé, mais aussi parce que Gorbatchev, à l'époque, en Union soviétique, le système était prêt à changer. Là, en période de tension géopolitique extrêmement intense, je pense il faut pas s'attendre à être très optimiste et qu'il n'y ait pas de changement notable du système, aussi bien sur le plan intérieur, donc la répression, que sur le plan international, la stratégie de tension avec ce qu'ils appellent l'axe de la résistance, et donc ses alliés dans le monde entier, dans la région. Et donc, je pense que le système va rester le même et va continuer. Il ne faut pas s'attendre à de grands changements, malheureusement. Et dans la région, pour cibler les choses de manière un petit peu plus resserrée, est-ce que justement, il pourrait y avoir des changements vis-à-vis des factions qui sont financées par l'Iran? On pense notamment évidemment au Hamas, au Hezbollah, les Houthis. Est-ce que ça aussi, ça peut changer quoi que ce soit, ou on reste encore une fois dans cette continuité qui est prévue par l'Iran? Je pense que la continuité va l'emporter sur le changement. Si la période était plus calme, peut-être que le système aurait pu profiter de cela pour s'ouvrir un peu.
trouver de nouvelles ouvertures. Mais là, bien sûr, l'aide aux Houthis, l'aide au Hezbollah, qui est vraiment la pièce essentielle du système iranien. C'est vraiment, le Hezbollah, c'est la vraie victoire internationale du régime iranien en termes d'expansion. Et le Hamas, c'est encore quelque chose de très différent. Mais cela va rester parce que il y a une sorte de paranoïa, et les paranoïaques peuvent avoir aussi des ennemis. Et donc, le régime se sent agressé, se sent menacé par l'extérieur. Il va continuer à utiliser ses alliés pour se donner un peu de respiration. Et une fois encore, le Hezbollah est l'allié majeur du système iranien, plus encore que le Hamas et les Houthis. François. Oui, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la réalité du pouvoir iranien, où vous avez d'une part effectivement un gouvernement avec des religieux, on n'est pas habitué à ça évidemment ailleurs, et puis les gardiens de la révolution qui ont tout l'appareil sécuritaire finalement du régime, y compris d'ailleurs pour sa politique extérieure sous la forme de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les proxys dans la région. Au Parlement iranien, dont on peut dire qu'effectivement c'est pas non plus un parlement d'un très grand pluralisme, mais vous aviez quand même cette distinction. Au début de la révolution iranienne, vous aviez 52% des députés qui étaient des religieux. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 11%. Pareil, en 1979, vous aviez 6% des députés qui étaient originaires des gardiens de la Révolution. Aujourd'hui, ils sont 26%. Vous voyez que cette bascule qui est en train de se faire, ne serait-ce qu'au niveau du Parlement, elle reflète aussi ce qui est en train de se passer dans tous les échelons du pouvoir, où cette force qui protège le régime, mais aussi le caractère islamique de la République, eh bien, il a pris de plus en plus de poids. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le guide suprême, j'allais dire, s'entoure de ces gardiens-là, parce que ce sont ceux qui, à la fois, maintiennent le système en existence, quitte à ce que, face à la contestation de la rue, face aux contestations sociales, et il y en a dans un pays qui est effectivement sanctionné, eh bien, les gardiens de la Révolution sont là pour illustrer à la fois la répression en interne et l'expansionnisme à l'extérieur. Pascal Perry, vous me disiez à l'instant, ce pays, l'Iran, est un pays de jeunes. Oui, quelle différence ça fait ? Je crois que les jeunes n'ont pas la même perception de la vie politique que les plus anciens. Alors, il y a probablement aussi un découpage géographique, c'est-à-dire des populations plus jeunes en ville, parce qu'il y a des étudiants, notamment, il y a des universités, des étudiants, enfin, les jeunes sont attirés par les centres urbains, population peut-être un peu plus vieillissante dans les campagnes. Les jeunes, c'est le mouvement de contestation. Enfin, les jeunes filles en particulier, les jeunes femmes se sont beaucoup manifestées, elles aspirent à plus de liberté. Alors j'entends tout ce que vous dites, les uns et les autres, qui est parfaitement juste. Les électeurs ont le choix entre conservateurs et ultra-conservateurs. C'est compliqué quand même de faire son marché entre les durs et les très durs, si vous voulez. Mais quand même, cette voix de la jeunesse, à un moment ou à un autre, quand on regarde l'histoire des mouvements populaires dans le monde, à un moment ou à un autre, même si les élections sont truquées, ça a une influence. Ça a une influence sur la société. Il y a une espèce de substrat culturel. Le pays s'ouvre. Et puis, il y a simplement, à terme, la loi démographique de la majorité. Quand vous avez des jeunes qui naissent qui grandissent avec un idéal un peu révolutionnaire, réformiste peut-être en Iran, oui, changer la vie quotidienne, gagner un peu plus de liberté civile. Ça finit par se traduire. Ça finit par imbiber la société, si vous voulez. Et je serais curieux d'avoir l'avis tout à la fois de François et de Monsieur Boniface sur cette question. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça ne pèsera pas ? Eh bien justement, on va poser la question, ne m'envoyez pas, François, à Pascal Boniface, en 15 secondes, s'il vous plaît. Oui, il y a effectivement, la jeunesse déteste le régime, voudrait changer, mais la répression l'a emporté pour le moment. Et une fois encore, en période de tension internationale, il est difficile de voir des changements. Le régime, il y a peut-être 20% des Iraniens qui le soutiennent. Les autres ne l'aiment pas, le détestent, et notamment, Pascal Perry a parfaitement raison. C'est un régime c'est un pays dont la jeunesse a une part importante dans la population, mais qui ne peut pas exprimer ses désirs, ses besoins, et qui est réprimé. Merci beaucoup Pascal Boniface, l'enjeu des 15 secondes est parfaitement respecté. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous.